Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur New World Info en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a mis fin à de longs mois de spéculation en déclarant sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain à la tête du pays depuis 2011. Il avait été réélu en 2015, puis en 2020. La possibilité d'un quatrième mandat est perçue par ses détracteurs comme une violation flagrante de la Constitution. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La Côte d'Ivoire, donc aujourd'hui, comment analysez-vous justement la décision du président Alassane Dramane Ouattara dans le contexte politique actuel dans le pays? À mon niveau, je dirais qu'il n'y a eu aucune surprise. Aucune surprise pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que quand un président en exercice ne veut pas être candidat, c'est clair, c'est net. Il fait comme Issouf, il dit je ne suis pas candidat du Niger. Il fait comme le président Talon, il dit je ne suis pas candidat. Et c'est clair et ça se voit dans ses actions, il le répète, on sait que celui-là, il n'a pas l'intention d'être candidat. Dès qu'un président commence à dire je suis au début de mon mandat, laissez-moi finir mon mandat d'abord, ce n'est pas le moment d'en parler, j'interviendrai plus tard. Au moins la personne est intéressée par la candidature pour ne pas dire que même elle est candidate, mais elle est déjà dans la stratégie. Et moi, c'est la lecture que j'avais eu à faire par rapport au président Ouattara. Il était là, il s'apprêtait à une candidature. La façon dont ils ont tenu leur congrès, la façon dont ils ont fait tout le tour de la Côte d'Ivoire pour que tout le monde dise au président d'être candidat, mais c'était clair que le RHDP voulait coûte que coûte que Ouattara soit candidat. On parlait ici la dernière fois de ce que le président de l'Assemblée a dit. Il dit il sera bel et bien candidat. Et voilà, effectivement, il est bel et bien candidat. Donc pour moi, il n'y a aucune surprise du fait qu'il soit candidat. Vu ce qui s'est passé, on est à 3 mois de l'élection présidentielle. Trouver un candidat dans le parti qui va faire le consensus, c'est un problème. Vendre le candidat sera également un autre problème. Mais c'était une stratégie d'attendre le dernier moment pour que sa candidature soit quelque chose, entre guillemets, qui s'impose. D'une part, au sein du RHDP, donc sa déclaration était très attendue. Et également, sur la scène politique, on attendait en tout cas à ce que le président prenne, en tout cas, exprime sa position par rapport donc aux élections qui arrivent en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que cela crée de la controverse? Mais ça crée de la controverse pour plusieurs raisons. Première raison, le président Ouattara, qu'on l'aime ou pas, a une énorme popularité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc quand on va à des élections, celui qui a le plus de chances de gagner, qu'il dise je suis candidat ou je ne suis pas candidat, change complètement la donne au niveau du jeu électoral. Il y avait cet aspect qui était là, qui était indiscutable. Il y a un autre aspect qui fait l'objet de discussion. Pourquoi 4 mandats? Moi, je suis parmi ceux qui sont contre la multiplication des mandats. Je le répète tout le temps. 2 mandats, ça suffit. Aucun président ne développera son pays. Chacun viendra poser sa pierre. Il n'a qu'à poser sa pierre. On verra jusqu'où elle est grosse. On verra si c'est une belle pierre, quelle est sa valeur, etc. Mais ça ne dépassera pas. À la fin de ce prochain mandat, si le président Alassane Ouattara gagne les élections, il y aura encore des problèmes en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas résoudre tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça crée ce débat sur le côté juridique. La Constitution, à travers le Conseil constitutionnel, a considéré que la dernière réforme de la Constitution remettait les compteurs à zéro. Donc, il est en train de terminer avec la nouvelle Constitution son premier mandat. Il peut avoir un second mandat, ce que bien sûr l'opposition ne veut pas entendre, puisque quand on regarde dans la réaction de Thiam, il dit qu'il viole la Constitution en voulant avoir un 4e mandat. Et quelles sont selon vous les principales motivations d'Alassane Ouattara de se représenter à cette présidentielle à 83 ans? Il va être difficile de dire qu'est-ce qui le motive réellement. Mais on peut regarder à travers ce qu'il dit. Qu'on se rappelle que lors du meeting qui clôturait leur congrès, où tout le monde s'attendait, et on lui a demandé, puisque tous qui ont pris la parole lui ont demandé d'être candidat, il avait dit aux gens, il va faire une mûre réflexion. Et il voulait prendre une décision en son âme et conscience.
est-ce qu'en ce moment, il n'avait pas déjà pris la décision? Parce que quand on regarde après les éléments qu'il donne, il dit, la Constitution m'autorise à être candidat, c'est-à-dire il balaie le côté constitutionnel, révision constitutionnelle ou pas, c'est clair, je suis candidat, donc je ne suis pas en train de faire quelque chose qui est anti-constitutionnel, c'est-à-dire un coup d'État, d'une autre façon. Il dit, j'ai la santé, je suis d'accord avec lui, à 83 ans, il est en bonne santé. Mais à 83 ans, quelle que soit la personne, ta santé mentale, ta santé physique et une santé de 83 ans. Ce n'est pas parce qu'il peut se tenir devant les meetings que tout va très bien. Non, il a une santé d'un homme qui a 83 ans. Et pour moi, la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui a moins de 83 ans parce qu'il y a encore énormément de défis à relever pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire doit faire partie du combat pour l'Afrique. Les autres éléments qu'il cite, c'est exactement, si vous regardez, les éléments que le président centrafricain a cités. Sécurité, stabilité. Bon, il y ajoute quelque chose qu'il connaît, la question de la monnaie. Il dit que la situation monétaire et économique est sans précédent. Mais on a toujours été dans des situations économiques et monétaires sans précédent au niveau de l'Union africaine, de l'Afrique de façon générale. Ça ne peut pas être une excuse, parce que si on en fait une excuse, il ne quittera pas le pouvoir, parce qu'à la fin de son mandat, rien ne garantit que la question sécuritaire sera réglée. Rien ne garantit également que la situation économique et financière ne sera pas toujours sans précédent. Mais quel risque ou défi pourrait-il rencontrer alors que ses adversaires évoquent déjà la possibilité de limite d'âge? Oui, dans les constitutions, il est intéressant que cette question revienne. Il ne faut pas oublier que cette question avait déjà existé quand les trois doyens étaient là et on voulait voir comment les supprimer, mais le problème c'était tous trois des doyens. Donc on limitait l'âge à 70 ans, tous les trois partaient. D'ailleurs, même certains avaient dit, mais c'est la bonne stratégie pour finir une bonne fois. Avec ces trois et avec leur querelle, on limite l'âge de sorte qu'aucun parmi les trois ne soit candidat. Mais cela n'avait pas été fait parce que certainement, les politiques, c'est ça. Il y a ce qu'ils disent, il y a les calculs politiques. Dans les calculs politiques, les gens savaient qu'il y avait une possibilité de candidature, troisième candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Si vous fermez par l'âge, il est complètement bloqué. Donc, la fenêtre, pour ne pas dire la porte, avait été laissée ouverte à dessein et voilà qu'on est en train d'en profiter. Maintenant, quand on regarde les réactions, le risque, c'est qu'on retourne dans une Côte d'Ivoire qui va être une Côte d'Ivoire instable. C'est curieux, je lisais la réaction de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui est le président du COSIM, qui est le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, il y a quelques mois. Ça n'a rien à voir avec la déclaration, c'est bien avant la déclaration. Il disait qu'il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir en Côte d'Ivoire. Il disait que la ligne rouge, c'est la violence. Il disait que les Ivoiriens sont fatigués. Les politiques n'ont qu'à discuter. Les Ivoiriens ne veulent plus de la violence. Il est allé même plus loin en rappelant, parce qu'il dit les politiciens, puisque c'est l'expression qu'il a utilisée, ils n'ont pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Je crois que si tous les Ivoiriens se mettent dans le même état d'esprit que Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qu'on regarde la Côte d'Ivoire dans son intégralité, pas les partisans, dans son intégralité, il est possible de trouver une solution, d'aller vers des élections qui seront des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais quand les gens gardent leur camp, chacun défendant son leader, chacun pensant que c'est lui qui est la solution pour la Côte d'Ivoire, je crains fort que les mêmes causes vont produire les mêmes effets en Côte d'Ivoire. Il est arrivé pour la première fois au pouvoir en 2011, puis 2015 et 2020. Quelles sont les principales forces et faiblesses du bilan de Dramane Alassane Ouattara? La force la plus connue, c'est ce que je pourrais appeler son bilan matériel. Indiscutablement, ce monsieur a trouvé une Côte d'Ivoire qui sortait de la guerre. Je connais bien cette Côte d'Ivoire parce que j'y suis allé pour des rencontres. On a mis dans l'impossibilité de faire la rencontre à Abidjan. On a dû la transférer à Grand-Bassam. On a vu les dégâts. Il faut reconnaître, aller voir les universités, comment ça avait été saccagé et comment il a reconstruit les universités. Donc sur le plan matériel, indiscutablement, il a un bilan. D'ailleurs, même le journal officiel titre ce matin sur le fait que sur les 3 premiers trimestres, d'un point de vue commercial, il y a un excédent de 1400 et quelques
milliards de francs CFA. Donc, économiquement, la Côte d'Ivoire est devant encore, si je prends l'UEMOA, et de plus en plus devant. Et c'est ça qui fait la force de sa candidature. Tout le monde peut mettre les yeux sur ce qu'il a fait. Il y a un autre côté maintenant sur lequel il va être combattu. Certains considèrent qu'il est à la limite à la disposition du président français. Je ne fais pas partie de ceux qui y croient. Je me dis que, par respect pour lui-même d'abord, par respect pour la Côte d'Ivoire, je ne crois pas que le président Alassane Ouattara est là pour dire et faire exactement ce que le président français lui dit. Mais bien sûr, il sera combattu sur ce côté-là. Il sera combattu également sur la question du panafricanisme, l'attitude de la Côte d'Ivoire par rapport à l'AIS de façon générale. Il va être combattu sur ce terrain-là. Mais le problème, c'est que ce sont les Ivoiriens qui vont juger. Et quand on vote, l'élément déterminant du vote, c'est la proximité. L'AIS sera éloigné par rapport aux réalités de ce qu'il a fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et quelle réaction attend de la CEDEAO face à ces déclarations d'Alassane Dramane Ouattara, qui de nouveau met un pays membre face à des réalités de crise quand on parle de prolongation de mandat? La CEDEAO va faire comme l'Union africaine. Quand des élections s'approchent, les déclarations de principe, on demande à toutes les parties de respecter la loi, d'accepter de reconnaître la défaite quand ils ont été gagnés au niveau des élections, de privilégier le dialogue, etc. La CEDEAO ne pourra pas faire autre chose parce que le problème qui va se poser, c'est celui qu'on a posé tout à l'heure. Au niveau de la constitution ivoirienne, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui avait dit qu'il peut être candidat, ce Conseil constitutionnel ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'il ne peut pas être candidat. Donc juridiquement, quand il dit qu'il est candidat, la CEDEAO ne peut pas le condamner. Maintenant, l'esprit de la limitation des mandats, quand on manipule les constitutions et qu'on en profite pour remettre en cause l'esprit de la manipulation des mandats, c'est ça que la CEDEAO peut soulever. Mais malheureusement, la CEDEAO ne pourra pas le soulever parce qu'au niveau de la CEDEAO, quand on a voulu le faire, des pays se sont opposés. Donc il n'y a pas une ligne de conduite de la CEDEAO en la matière. Si la CEDEAO voulait prendre une déclaration, vous verrez bien des pays de la CEDEAO qui ne vont pas accepter une telle déclaration, alors que, moi c'est ma conviction, il faut revenir à la limitation des mandats, pas seulement au niveau de la CEDEAO, dans tous les pays en Afrique. Et quel scénario envisagez-vous pour la suite de la campagne électorale qui devra démarrer très très prochainement et pour la stabilité du pays? Il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. On ne peut pas dire c'est lequel on va voir. Le premier scénario, c'est la contestation. N'oublions pas que le président Gbagbo a créé son mouvement Trop, c'est trop. Quand on dit trop, c'est trop, ça veut dire qu'on va agir. Parce que les politiciens savent utiliser les mots pour dire une chose, alors qu'en réalité, ils veulent dire autre chose. Vous avez déjà des gens qui ont prévu de faire une marche le 2 août. Il y a un front qui a demandé à marcher le 2 août. La marche est déjà interdite. Il y en a qui ont décidé de faire une marche le 7. La date de l'indépendance. La marche est également interdite. C'est-à-dire on rentre déjà dans cette situation marche-répression qui, si ça se déroule pendant 3 mois, va engendrer des élections qui vont se faire avec de la tension. Tension due au fait, bien sûr, que M. Thiam, M. Gbagbo, M. Blé Goudé, Guillaume Soro, comme il n'est pas là-bas, on peut ne pas le citer, tous ces gens n'ont pas la possibilité d'être candidats parce qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Et leurs partisans réclament des élections inclusives, c'est-à-dire que ces gens-là fassent partie des élections. À 3 mois, il y a de moins en moins de chances pour qu'ils soient dans les élections. Quand ils n'y sont pas, il y a un autre scénario. Malheureusement, le fait que le PPACI se soit rassemblé avec le PDCI RDA en laissant de côté Cap Côte d'Ivoire, mais c'est dans Cap Côte d'Ivoire qu'il y a des candidats. Il y a Simone là-bas, il y a Afinguessan, mais pourquoi ne pas, à défaut d'être candidat, trouver un plan B à travers Simone, à travers Afinguessan? Est-ce que l'opposition ivoirienne est dans cette logique? On ne dirait pas, parce que Cap est allé rencontrer le RHDP pour discuter.
Bon, il faut préciser que quand CAP partait, le PDCI RDA n'est pas allé, bien qu'ils sont au niveau du CAP, ils ont refusé d'aller à cette rencontre. Mais on a deux pôles de l'opposition. Maintenant, ce qui pose problème, le pôle Thiam Gbagbo, qui pourrait être le pôle le plus capable de mobiliser les Ivoiriens, n'a pas de candidat. Sauf s'ils ont un plan B qu'ils n'ont pas dit aux gens. Et justement, et sans Thiam, Laurent Gbagbo ou encore Blé Goudé, Alassane Ouattara aura-t-il vraiment en face de lui un redoutable challenger? Mais non, il n'y aura même pas de challenger, il ne faut même pas parler de redoutable. Parce qu'il y a Afin Guessan, il a participé à des élections. Tout le monde a vu ce que cela a donné comme résultat. Simone n'a jamais participé à des élections toute seule. Mais Simone ne peut pas se réclamer du FPI parce que le Afin Guessan dont on parle, c'est FPI, Simone, c'est FPI, Gbagbo, c'est FPI. Donc, ils ont divisé l'électorat, si on fait un calcul simple, par 3. Bien que ce n'est pas par 3, parce que ce que Afin Guessan a pris, quand on voit, ça ne fait pas un tiers de l'électorat de Gbagbo. Mais à ce moment, vous avez une opposition qui se fragilise devant un président qui peut faire allègrement une campagne sur la base de résultats qui sont là, qui sont visibles. Boulevard ouvert devant lui? Ben, théoriquement, oui, mais ça dépendra de la mobilisation que les opposants seront capables de faire assez rapidement pour amener le président à changer d'avis. Si ce n'est pas le cas, on va vers des élections où il est clair que je ne vois pas quel candidat va pouvoir gagner le président Alassane Dramane Ouattara. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.